tous les dimanches, 1h-2h. Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Merci d'écouter RFM 104.9, rfmit.com à l'heure de la présentation de l'émission Enjeux. Nos invités ce dimanche, le député de Pétionville, Jerry Tardieu, qui interviendra sur plusieurs sujets d'actualité, ainsi que sur les difficultés auxquelles il fait face au Parlement haïtien. Le député Tardieu donnera aussi son avis sur l'administration Moïse Lafontaine. Notre deuxième invité, le professeur Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile, qui répondra à nos questions sur le dossier de la réforme du système électoral en Haïti. Le professeur Ronnie Desroches commentera aussi l'actualité à propos de la gestion du président Jovenel Moïse au pouvoir. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Pi bon mac, pi bon prix, depuis ça ouvre ses outils. Pi bon choix matériel pour électricité, finition et plomberie. Pi bon service, pi bon accueil pour tout le monde cap construit. Architecte, ingénieur, compte mettre boss, designer au soir mettre caille. Éco de pour bien tout sans besoin pour construire bien j'ai caillou normal. Petits outils, gros outils, bons outils. Bon ma qualité supérieure, bon prix. Si ranger vos constructions, belle finition. Éco dépôt pour job la bien faite pour caille. Éco-dépôt, c'est joindre la technique à l'agréable. Alors, comme annoncé, le député de Pétionville, Jerry Tardieu, est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va faire le point sur la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui le pays et parler de plusieurs dossiers. Député Tardieu, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Merci de m'inviter, merci de me recevoir. C'est toujours un coquin chaîne plaisir pour moi pour me parler dans l'émission ça qui est très large écoute. Alors, Jerry Tardieu, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le député Pétionville est en difficulté au niveau du Parlement ici, au niveau de la Chambre basse? Est-ce que c'est en référence peut-être à l'actualité de la semaine? Exactement. Et par rapport à ma proposition de loi sur le crédit bail et qui a fait l'objet de vives discussions dans des séances houleuses et tardives. En fait, on nous essayer d'abord pour les auditeurs d'Enjeux expliquer de quoi il en est. Et je suis donc l'auteur d'une proposition de loi sur le crédit bail visant à offrir un nouvel outil financier pouvant démocratiser le crédit en Haïti, pouvant permettre aux éléments de la classe moyenne, aux étudiants, aux petites, aux micro, moyennes entreprises d'accéder à des biens et équipements à travers cet outil financier. Nous connaissons Rothschild François Junior que le problème du pays est un problème économique et qu'il nous faut des investissements, il nous faut créer des emplois et pour cela il nous faut mettre en place des structures capables d'offrir un maximum de crédit à un maximum de personnes. C'est dans ce sens que moi j'ai investi en pile l'argent, en pile temps, en pile ressources dans le travail depuis près de 2 ans sur cette proposition et de loi sur le crédit bail. J'ai fait en consultation avec la Banque de la République d'Haïti, avec l'association professionnelle des banques, avec des citoyens, des acteurs, des entités concernées, avec des avocats et des experts. Et moi j'ai fait exposer des motifs loi et commission économie et finance là t'es saisi de loi et l'ité commenté loi, l'ité font rapport favorable et assemblée a été avalisé et rapport donc nous étions en pleine discussion, en plein débat lorsque exécutif la voyait une loi quasiment similaire sur réglementation du crédit bail et lui demandait bénéfice de l'urgence. Et donc ça veut dire que quasiment et pour ta mettre pas blanc et sous côté moi qui t'ont imaginé ça veut dire et que gouvernement que exécutif là et quel qu'il soit et c'est un précédent extrêmement grave et dangereux pour la démocratie, le système parlementaire, que tout simplement un exécutif qui ne va pas aimer forme tête en député ou bien pas aimer mon proposition de loi
et puis qui ça le fait, il simplement et concocton loi rapidement et puis il voit le baou et il demande des bénéfices de l'urgence sachant que constitution demandé que yo bail préséance à et loi que exécutif demandé et que le déposer d'urgence. Cependant, on nous dit que et il pas automatique pour que bureau pour que assemblée bail et préséance ou bien bénéfice de l'urgence. Et article constitution dit au cas où le bénéfice de l'urgence est accordé. Mais dans cas ça, on a souhaité que collègues yo, que commission, que assemblée comprennent que il y a une proposition de loi qui est en discussion et que faut nous aller jusqu'au bout et que nous respecter les procédures, nous respecter le processus et ceci pour éviter un précédent et regrettable. Moi j'étais confiant puisque je pensais que l'assemblée a dans sagesse li, dans sérénité li et commissaire que c'est député Rommel, député Maïssad, que c'est député Jess qui pas présent, que c'est l'autre député commission yo était quand même accepté l'idée et pour yo chita avec moi comme auteur proposition de loi pour nous si nous capable joindre et un modus operandi, un consensus parce que en fait de quoi s'agit-il? Il s'agit du plus important, c'est-à-dire un texte de loi qui peut faciliter l'émergence d'un nouveau outil financier qui peut permettre crédit blai et dans la rue. Donc ça veut dire que parlementaires même ils mettaient de cela souhaité que mettaient la veilleuse tuer le pratiquement donc pour être capable d'analyser donc ce texte qui a été proposé par l'exécutif. Moi pas courir dit ça. Et disposition qui prend yo c'est que et yo demandé effectivement mettre loi en veilleuse. Cependant me penser après un pile discussion, après un huis clos, après un pile et monter descendre nous t'entendons nous sous l'importance pour que moi-même auteur proposition de loi ça m'chita avec commission économie et finance pour nous est-ce que nous avons un modus operandi pour nous capable avancer nous pas comme ça lié mais peut-être avancer trop vite et dans la presse dans le sens que beaucoup même parler avec eux donc me pas comme ça dans tête yo moi comme ça dans tête pas et donc m'attend semaine prochaine pour m'chita pour moi et déjà annoncé que moi très ouvert puisque proposition de loi que vous voyez très similaire à quelques petits détails près et pas de problème pour nous prendre en considération par exemple et en pile bagaille que exécutif l'a proposé et entre autres seule différence majeure qui capable gagner c'est que yo mandé et pour que nous t'a considéré mettre loi ça et m'ta capable dit dans le code du commerce comme un chapitre dans le code du commerce là. Et l'en demandé pour qui ça, il dit nous c'est pas un souci d'harmonisation. On est capable de tous les textes de loi qui traitent de commerce pour ta mettre dans le code du commerce. Pas ouais, me pense importance ou bien urgence pour ça gain. Me pense que l'État doit faire l'objet d'une loi particulière vu importance li, vu nécessité pour que Banque de la République d'Haïti gagne capacité pour les capable réguler fonctionnement entité institution offrir crédit bail dans le futur. Cependant, encore une fois, moi j'étais ouvert, disponible et disposé à discuter avec la commission pour nous jouer un terrain d'entente. Comment, quelle interprétation politique quand même de le sac passé on fait député Tardieu ou t'es déposé en loi, ou commencé à travailler sur le projet de loi exécutif là, voyez un projet de loi qui est similaire à pour l'un et un peu le collègue vous souhaitez que vraiment mettez pour la sous côté pour capable analyser par exécutif là. Quelle interprétation politique? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une raison qui motivait ça passé là? Moi je pense que pas grand qui innocent en politique et on dit bah l'agent Léa sont faits qui troublant. Et en fait, moi le même jour, Rothschild François Junior, c'est un précédent dans l'histoire parlementaire. Ça va jamais fait parce que c'est quand même dans le respect de l'autonomie des deux corps que la démocratie ça a construit. C'est une élégance républicaine et protocolaire qui t'a commandé exécutif là pour lui quand même et assurer avant le vote projet de loi que même texte de loi ça pas déjà en discussion et en débat même pas plus loin avec vous personnellement moi rencontré premier ministre Jacques Guy Lafontaine moi été écrit pour me demander une rencontre simplement pour me partager avec lui agenda législatif pour me confronter avec agenda législatif exécutif là et pour me demander support dans texte de loi que me proposer yo et qui gagne un bénéfice de l'urgence ou alors qui gagne une importance pour l'exécutif là tout. Moi j'ai parlé de proposition de loi sur le crédit bail là qui était en discussion et résultat
après rencontre avec lui, une semaine après, qui ça m'ouait, c'est que nous recevons en dans Chambre des députés un projet de loi réglementant le crédit bail qui est similaire avec PAMLA. Donc, son fait troublant, m'a continuer collecter information pour me chercher qu'on est vraiment qui ça gagné en bas décision ça. Et puis dès lors me penser que moi édifié sur qui ça qui justifier action ça que m'estime qui vient mettre pas en difficulté mais dans situation capable défavorable, dans situation regrettable, c'est que moi-même j'ai 1 an et demi que m'a dépensé un peu l'argent, un peu l'énergie et côté nous travail son loi, nous fait plaidoyer pour loi, nous rencontrer des secteurs organisés de la société civile pour nous expliquer qui ça loi est, nous chercher comprendre qui sa jeunesse la pensée, nous faire des tables rondes, des séminaires, nous rencontrer avec experts juristes pour nous capable offrir et payer une bonne proposition de loi et puis bon du jour au lendemain comme ça pour nous dire ouais et que loi ça yo pas voter li son bagage quand même qui pour moi même et pas taper et son bagage pas faire plaisir. Cependant nous connaissons député Jerry Tardieu, son fighter, ou connaît que son combattant et je combats le bon combat et je suis du bon côté de l'histoire, j'ai le droit et avec moi le pouvoir législatif est un pouvoir autonome. Je pense que collègues yo a tant des raisons, je pense que au-delà du fait que qu'on majorité, une minorité, au-delà du fait que nous sortis toutes de plateformes politiques différentes, je pense que solidarité parlementaire la va jouer et t'as espéré que le commencer par jouer dans la discussion que nous allons faire avec la commission. Donc moi j'étais confiant dans l'avenir et dans notre capacité pour nous capables de jouer notre terrain d'entente pour nous passer. Est-ce que vous croyez qu'au niveau du Parlement, il y a des secteurs qui cherchent à mettre les bâtons dans les roues du député Jerry Tardieu? Bon, nous pas naïfs et nous connaissons politique la gain ça la donne et est-ce que c'est ça que m'a vivre là aujourd'hui nous pour qu'on connaît n'a connaît très bientôt et à l'issue des discussions que j'ai avec commission et mais si c'était le cas ce serait très grave et ce serait dommage parce que conception de politique c'est pas hang c'est pas goumer une à l'autre c'est pas une barre l'autre c'est garder comment ensemble si nous prenons décision pour nous servir d'état qui ça me capable faire en complémentarité avec l'exécutif là pour nous faire un bail positif pour faire pays avancer. Donc ces conceptions PAM de politique malheureusement peut-être que nous beaucoup là en Haïti. Alors, autre point, député Jerry Tardieu, la question du projet de loi des finances déposé au niveau du Parlement haïtien, qui a été voté par la Chambre des députés, maintenant en discussion au niveau du Sénat. Et déjà, les sénateurs, ils disent qu'ils vont retourner ce texte à la Chambre des députés, car ce texte comporte des incohérences. Ils souhaitent quand même que des coupes budgétaires soient opérées. Et qui analyse eux-mêmes ont fait le budget? Moi, si tel était le cas, je n'ai pas de problème avec la position sénateur, parce que moi-même, tout, j'ai des soucis. J'ai des appréhensions, c'est ça fait d'ailleurs que je n'ai pas mis 6 personnes qui ont fait abstention, qui pas de voter pour le budget. Moi, pas estimé, tant qu'on pile collègue que son budget criminel, j'ai dit là, parce que l'excès en tout nuit, même parce que son budget, quand même, qui laisse des grandes interrogations. On nous prend 4 là-dedans. La première, je pense que une inadéquation et je pense entre les différents pouvoirs, je pense qu'il y a une injustice. Là, pour un pouvoir, tant que pouvoir judiciaire là, qui bénéficie de seulement 1,1 milliard de gouttes, ça n'a pas même représenté 1% du budget, 0,8% pour être plus exact. Et comparativement avec d'autres secteurs qui est aussi important, le secteur législatif là, bon, pouvoir législatif là, il y a 5%, mais on rappelle quand même que il y a une construction parlement en enveloppe budgétaire ça. Mais le secteur politique là, c'est quand même 15% que le pesait dans le budget de la République là. Donc c'est et des bagailles pour moun poser tête aux questions secteur économique là pesé 34%, you know. Si n'a fait nous-mêmes nous décider que n'a fait démocratie, je pense que une pilier démocratie et c'est pouvoir judiciaire, c'est pour nous courir. Donc je pense que en raison du fait que et je pense qu'il y a des pouvoirs qui étaient traités en parents pauvres, il y a des secteurs qui étaient traités en parents pauvres, me dégon premier questionnement. Deuxième questionnement que me dégon comme député Pétionville, naturellement, je suis député du peuple, mais c'est Pétionville qui vaut moi pense manquer et provision budgétaire pour Pétionville parce que Pétionville au-delà des apparences et ministre économie et finances là te dit la séance là me poser la question comment ça se fait que traiter Pétionville en parents pauvres. Il dit monsieur le député Pétionville est une commune riche. Ça te fait me sauter parce que nous pas Miami, nous pas New York, nous pas San Francisco. Et malheureusement pour ministre économie et finances et une nouvelle pour lui c'est que Pétionville c'est une commune pauvre.
et Pétionville pas un bon dispensaire, il pas un bon lycée moderne, il pas un bon hôpital, il pas un caserne pompier, il pas un centre culturel, il pas un centre de loisirs, il pas un cinéma. C'est-à-dire que Pétionville pas une bonne bibliothèque moderne, il pas une médiathèque. Pétionville c'est zone qui recevoir plus moun k'ap sorti dans province. Pétionville c'est zone qui recevoir plus dans victime tremblement de terre 12 janvier. Pendant que nous pas infrastructure, nous gain 600 700 1000 moun k'ap vivre Pétionville et nous t'a mérité que l'état garde nous et l'autre gens pour capable penser à Pétionville de façon différente. Si vous t'a mettez comme pour une université ou bien en caserne pompier dans Pétionville qui c'est quand même la vitrine d'Haïti, c'est là que se concentrent les grands investissements touristiques, les grandes entreprises financières et commerciales. Il pas mauvais parce que c'est pas Pétionville seulement qui a bénéficié, il a bénéficié pays, moun t'a sur tout côté pour venir dans l'université ça. Et sinon une université de référence. Si nous t'apprend caserne pompier, si nous avons une caserne pompier moderne, et bien très rapidement nous capables d'intervenir dans du feu dans les communes avoisinantes, département l'Ouest là, nous capables d'intervenir dans la 3e circonscription, nous dans la première circonscription et dans Tabar, nous avons intervenu tout côté dans Kinskoff, dans Fussy. Donc moi même pense pas un investissement dans Pétionville comme un investissement pour Pétionville mais pour pays. 3e et bagaille qui te fait monter un ticket. Moi-même, comme un député qui a bataille pour l'intégration des Haïtiens vivant à l'étranger, moi, j'ai trouvé un petit gens mal à l'aise par rapport à une décision gouvernement pour le mettre et un impôt forfaitaire d'à peu près 10 000 goudes sous tout on dit étranger qui a un domicile fiscal à l'étranger. Bon, puis, dans collègue nous dans diaspora retrouver dans la catégorie ça. Son impôt sur le revenu qu'il est quasiment. C'est un impôt forfaitaire. Moi comprendre bien fondé dans le sens que bon moi comprendre pas bien fondé moi comprendre qui ça y a cherché moyen pour y faire plus bagaille parce que budget à 118 milliards de goudes son budget qui est un pot de chagrin Rothschild François Junior on rappelle auditeur en jeu que ça fait 2,2 milliards de dollars et comparativement à la République dominicaine qui a 15 milliards à côté de nous comparativement à la Jamaïque qui a 5 milliards. Donc, moi, je comprends la nécessité pour nous augmenter le budget, mais pas qu'à augmenter n'importe qui gens. Et je pense qu'avec Diaspora, faut nous jouer l'autre gens. Et il faut avoir une politique d'intégration et non d'exclusion. Ça veut dire qui ça? C'est mettre des balises, c'est mettre des politiques publiques, c'est mettre des incitations fiscales, au contraire, pour venir investir dans le pays, pour venir habiter dans le pays, pour venir financer des bagages dans le pays. Et pour descendre dans l'hôtel à meilleur prix, pour un traitement spécial depuis l'arrivée à l'aéroport. C'est comme ça, moi, intégration haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau. Et je pense que tu as un déficit de communication, là, à expliquer pour qui ça remettait impôt sur le revenu, ça, impôt forfaitaire, ça vient créer un backlash. Et dans le pays d'Haïti, côté que, il y a un problème de division, nous pas de besoin type, et je pense de problème, ça. Et enfin, ma dernière réserve sur le budget qui était justifié que j'étais obligé voter abstention, c'est que le gouvernement fait choix pour lui financer une bonne partie du budget à travers le déficit, à travers la dette. Parce que le budget à 118 milliards, une projection de rentrée de 93 milliards entre la douane et DGI, qui les dons externes qui est à peu près à 24 milliards, donc on l'autre 26 milliards pour nous chercher. Et côté nous chercher il y a 18 dans 26 milliards ça que nous chercher à travers des outils financiers, des bons du trésor et que je ne suis pas habitué avec eux. Et il y a des terminologies, par exemple, il y a de bons spéciaux de la diaspora pour la technologie. Par contre, qui s'allie? Il y a un fonds de syndication, par contre, qui s'allie? Il y a un fonds de solidarité interhaïtienne, par contre, qui s'allie? Là, me demander, ministre, qui s'allie? Il te répond que c'est simplement des déclinaisons différentes de bons du trésor. Moi, comprendre que c'est ça lié. Mais questionnement, est-ce qu'il y a une relation de confiance entre diaspora qui est assez forte pour que vous-même vous puissiez acheter titre ça yo, sécurité financière ça yo, outils financiers ça yo, moi pas quoi. Donc le risque c'est quoi? C'est que nous pas joindre 18 milliards de gouttes ça. C'est que nous obligés un déficit budgétaire que nous allons monétiser à travers le recours à la banque centrale et nous connaissons ça veut dire inflation, ça veut dire décote de la goutte. Donc moi j'ai un petit questionnement par rapport à risque ça. Donc voilà grosso modo Rothschild François Junior pour qui ça que me gagner des réserves, on capable dire
sous budget qui fait que me fait abstention. Donc pas de problème et que Sénat revoye le banou et me espérer que dans tout point ça que me développer là et il retourner le banou avec des prises en considération de Samsou dit là. Autre point vraiment qui fait la une en Haïti ces derniers temps, c'est le flux de jeunes qui ont quitté le pays pour aller vers des pays comme le Chili, le Brésil, etc. Donc c'est une situation qui est extrêmement compliquée. Et comme même directeur Dieu qui quand même fait campagne sur la jeunesse, qui met un peu l'accent sur ça, ou moi vivre une telle situation. Bon, très mal de tout haïtien parce qu'à partir du moment qu'on a une jeunesse sur un pays qui peut aller à ce rythme-là, ça veut dire que qu'on problème. Ça veut dire que qu'on perte de confiance, qu'on perte de foi dans l'avenir. Et m'a précisé pour vous que jeunes qui prennent c'est des jeunes qui très souvent ont des formations professionnelles, des formations universitaires, des formations académiques. C'est des gens formés et qui si yo été dans le pays, sont capables d'aider nous construire le pays. En même temps, tout nous pas qu'à faire un reproche puisque si jeunes yo lagué des bras bandiers et dans la rue, il n'y a pas de travail, et il faut que dégager comme Jean-Jacques pour rejoindre la vie. Et c'est ça qui explique qu'il y a parti par milliers. Donc, moi-même, ça m'a pensé. Le problème, ça, il faut le résoudre à long terme à travers les bonnes politiques économiques capables de faciliter l'investissement privé, puisque l'État n'a pas de job de l'autre côté, de telle sorte que jeunes ça à retourner et jeunes qui fait puis devant, ils pas parti. Ceci dit, en attendant, à moyen terme, je pense que ça qui manque nous sont politiques migratoires. Pour qui ça, comme les Philippines ou bien le Sri Lanka, nous pas faire des ententes avec des pays qui demandeurs de main-d'œuvre. Parce que l'exportation de la main-d'œuvre fait partie des politiques publiques de ces pays. Cependant, avantage que nous avons gagné dans politique pareille, c'est que nous avons un contrôle de l'immigration. Nous avons côté jeunes nous aller, nous avons assuré nous que bien recevoir et bien traiter parce que pas oublier un pile jeunes nous qui c'est des jeunes femmes tout. Comment y a vivre? Et est-ce que yo pas victime d'esclavage sexuel? Est-ce que yo pas violé droit femmes yo, droit moun yo? Nous pas connaît. Donc l'orgon politique migratoire avec un autre pays ou on contrôle sur l'immigration et ça extrêmement important. On contrôle sur qui boy yo pour aller et on contrôle tout sur qui l'or capable faire retourner l'orgon opportunité pour yo. Donc moi pense que faut ne pas peur dit ba aux gens liya à niveau immigration aujourd'hui on nécessité pour nous capables assurer nous que nous avons une politique migratoire sérieuse, planifiée, correcte. À long terme, nous toujours dit que nous avons un plan stratégique de développement d'Haïti. En pile, on a parlé de lui, on n'a pas jamais pris temps pour y regarder. Je pense que nous le chemin, la voie à suivre pour que nous réussissions un développement décentralisé. Il dit nous dans tous 9 départements pays, mais qui filière pour nous prioriser, mais qui bas pour nous investir. Maintenant qui secteur pour nous concentrer nous qui va permettre nous une croissance inclusive agro-industrie industrie nationale tourisme communication en production nationale une production agro-industrielle et il y a un bon bagage que nous capable faire et je pense qu'il va permettre nous joindre le chemin du progrès et social et économique. Donc on pense que ce sont une véritable menace pour l'avenir de la nation, le fait que ces milliers de jeunes partent vers le Chili et d'autres pays à la recherche d'une vie meilleure, Thierry Tardieu? Je ne pense pas que ce sont menaces à proprement parler parce qu'un jeune, ça ne va pas partir éternellement et deuxièmement, le aller, il aurait été un lien culturel, social et surtout économique avec le pays. Ça veut dire que c'est des jeunes qui peuvent chercher la vie et regarder que au moins moitié dans cob que a réalisé dans travail l'autre bois il a voué pas boy ici. Donc c'est pour ça que gagne des politiques d'exportation de la main-d'œuvre aussi dans pile pays. Ouais, nous parler de Sri Lanka, mais Sri Lanka a des accords avec la Chine, les Philippines ont des accords avec l'Australie, avec le Japon. Donc ça veut dire que et une possibilité et que le jeune l'autre bois la travail il est toujours être connecté avec pays li, la fonctionner bien, la pas prendre la expérience, la voir l'argent. Donc on pas dit que c'est une menace catastrophique et pour la simple et bonne raison que grand pile pays créé ici qui fait de l'exploitation de la main-d'œuvre en politique d'état. Cependant, je pense que psychologiquement parlant et c'est quand même un facteur capable de très triste, très dépressif, très négatif
que l'on regarde jeunesse qui a parti. Et c'est pas aujourd'hui à parti. On n'a pas oublié que qui ça n'a payé Rothschild François Junior, n'a payé 30 ans d'instabilité, n'a payé 30 ans de chaos institutionnel, n'a payé 30 ans de crise électorale, n'a payé 30 ans de tumulte sociopolitique qui bat nous comme résultat un déficit d'image à l'étranger qui fait que en Haïti aujourd'hui nous avons plus que 300 millions de dollars d'investissement direct étranger alors qu'en République dominicaine c'est 40-50 fois plus. C'est tout ça que n'a payé. Pas un secret dans fait qu'on là. Si je dis à jeune a parti comme ça, c'est parce que les élites de ce pays n'ont pas su gérer la transition, n'ont pas su mettre en place les bonnes politiques. En 86, à la chute de la Maison du Valier, il y avait un grand espoir. Il y a des politiques qui ont été adoptées et qui ont été adoptées de manière insuffisante. Et là, nous libéraliser l'économie comme ça ne pas protéger des poches nationales de production, ils viennent rendre nous vulnérables à la globalisation. La globalisation, les avantages tout, mais en même temps tout avantage nous pas réussi bénéficier de eux parce que avantage c'est qui ça, c'est la délocalisation, c'est la possibilité pour les grandes entreprises du Brésil, de l'Inde, des États-Unis, du Canada, des pays européens de s'installer en Haïti. Ben instabilité politique oblige, ils pas venir ici. Donc on a payé un prix très cher au niveau de la mondialisation, ne pouvant en bénéficier et en étant victime de l'instabilité sociale, politique et électorale. Donc pour vous, il est absolument nécessaire qu'une politique migratoire soit développée par les autorités? Je pense ça, on n'y échappe pas. À partir du moment qu'au niveau, on est capable de dire des migrations aussi importantes, il parle de 80-100 000 personnes. Moi-même, je pense que ce n'est pas chiffre là ça. Moi-même, je pense que nous avons beaucoup plus haïtiens citoyens, sœurs nous et frères nous, qui partent, toutes gens. Ils parlent de Chili, ils parlent de Mexique, ils parlent d'Argentine, ils parlent de Brésil. C'est une. Mais il y a l'autre côté tout. République dominicaine qui là, où quoi nous connaît combien de compatriotes nous traversent. Quand pile. En dans Guyane, Saint-Martin, moi-même, j'ai une blague, me changer. Il y a un député Guyane française, c'était pas moi. Il dit que un match Haïti-Guyane. Et puis, il a mené, Guyane font goal, la mené 0 sur Haïti. Mais Guyane fait goal là, bon. Stade là, t'es plein, mais où t'as des trois applaudissements, des bails comme ça. Je dis, il me reste 3 minutes pour le match fini. Les Haïti égalisés, je tout stade là campé après la mouille. Je dis, à ce moment, j'ai compris que nous avions un problème avec l'immigration haïtienne. Alors, son blague, mais qui est révélateur de une situation. C'est-à-dire que dans l'anti-française, il y a beaucoup plus haïtiens qu'on a pensé. Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, et nous, tous côtés. Donc, il faut qu'on politique migratoire, et je pense que ça est capable d'aider. Alors, au début de Thierry Tardieu, en parlant des jeunes, nous connaissons que donc, son dossier qui était tenu à cœur, où tu participé là-dedans, c'est boursier ça dans le cadre de bourse BRH, groupe Amitié Haïti-France. Et les premiers étudiants, donc, ils vont partir au cours du mois de septembre. Donc, pour vous, c'est une satisfaction personnelle, c'est bon signe? Absolument. C'est une grande satisfaction pour moi. C'est une grande satisfaction pour le groupe d'amitié Haïti-France. Et au Parlement haïtien dont je suis le président, c'est une grande satisfaction pour la Chambre des députés qui m'a confié la présidence de ce groupe, puisque au fond, moi-même avec député, j'étais entendu nous, l'homme a accepté la présidence là pour nous faire de l'éducation et un domaine prioritaire. Donc, qui ça nous a fait? Nous avons pensé, premier nous avons fait, chercher des partenaires pour nous offrir jeunes des bourses d'études. C'est ainsi que dans un tour de table très rapide, et nous avons réussi à mettre en place un premier capable de dire programme de bourse. Et nous t'ai présenté programme là par quelques partenaires institutionnels qui te répondent positif. D'abord la Banque de la République d'Haïti, et nous saluer et leadership et esprit avant-gardisme qui te comprennent et importance pour te aider. Nous frapper porte gouvernement français qui répond positivement, nous frapper porte Assemblée nationale française qui répond positivement. Nous frapper porte groupe d'amitié France-Haïti, donc c'est-à-dire nos alter ego, nos interlocuteurs à l'Assemblée nationale française, et nous mettons tout acteur ça ensemble et nous réussi monter et la bourse de l'amitié Haïti-France. Nous relève la bourse BRH de l'amitié Haïti-France par respect pour la BRH qui a été la première entité
m'ta capable dire qui était accepté courir et programme ça. Mais depuis là, nous gagnons manifestation d'intérêt de l'autre entité publique et de l'autre entité privée. Nous avons souhaité que yo rentre dans le programme là pour nous joindre plus bourse pour plus étudiants. Donc hier, c'est un grand moment pour moi puisque au fond finalement et c'était l'aboutissement de un pile travail, m'ai fait 2 grands voyages et en France, à Paris, à l'Assemblée nationale française, m'ai signé avec le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, le député Mathieu Anoutin, en convention tripartite et qui te permettent et que Boussa et matérialiser lui et 20 jeunes qui partent nous te souhaité bonne chance, nous te dit au revoir, nous pas dire adieu parce que yo connaît tout que il faut que retourner dans le pays parce que nous investissons dans eux pour venir aider et reconstruire Haïti. Alors pour terminer, Jerry Tardieu, on va parler peut-être de la politique. Quelle lecture faites-vous de la politique que mène actuellement depuis 6 mois le président de la République, Jovenel Moïse? Bon, je pense que 6 mois dans un mandat de 5 ans, c'est très peu. Je pense que moi-même, public, peut toujours dit que m'attend et que le président fin boucler 1 an de mandat pour me capable de faire un bilan. Pour le moment, bon, on a regardé, nous avons posture d'observation, il y a des bagages intéressants qui fait et il y a des bagages que nous questionnons. Ouais, donc n'attend pour nous. Comme par exemple? Bon, on nous dit que il y a peut-être des initiatives administratives et je trouve qui est intéressant, tant que faciliter l'émission passeport à travers une décentralisation des unités qui capable émettre passeport, ça c'est des bagages intéressants et pour nous dire ça et gain l'autre et gon dynamisme que le président manifesté dans la province, à visiter lui-même personnellement, mais il y a aussi le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que nous avons un hyper président qui est hyper actif, nous pas exécutif là, nous pas premier ministre là. Donc en quelque part en situation pareille, il est toujours prêté à confusion dans le sens que le premier ministre devrait avoir la liberté de pouvoir gouverner de telle sorte qu'il soit infusible pour le président de la République, mais dans le cas qui nous concerne, nous pensons que le président de la République a occupé un pile espace et nous trouvons que l'y éclipsé, pour utiliser un mot à la mode, le premier ministre. Dès lors que c'est dans l'entente mutuelle et que Genba a fait et il est positif, mais si l'État fait de façon que le pas faciliter la marche de l'État, je pense que c'est un problème. Gain caravane qui commence, qui est le projet phare du gouvernement. Moi-même, toujours dit que pour nous bouger pays, ça, nous besoin prendre des dispositions, faire des stratégies qui allaient au-delà de, c'est-à-dire qui favorisent la rupture, qui brisent l'immobilisme, qui pas conventionnel. Dans ce sens, c'est que son initiative consacrée. Cependant, moi, j'ai certains doutes sur faisabilité sur le terrain. C'est-à-dire que quels sont les mécanismes de coordination entre les mairies, les élus et les équipes qui débarquent au niveau de la caravane de changement. Qui articulation qui gagne entre caravane ça avec un plan quinquennal de développement, avec le plan stratégique de développement d'Haïti. Et quels sont les risques de perte d'argent au niveau et capable dire et de déploiement qu'on voit ça côté gon bon monde faut bailler PDM, faut bailler gaz, faut payer pièces, un tracteur, un loader, un camion. Donc tout ça yo malheureusement pas capable bailler réponse là jodi a nous ka simplement bailler réponse c'est le premier caravane yo fin déployer pour nous analyser pour nous garder qui impact que yo gagne sur le développement que n'a cherché. Donc moi même c'est position et d'ici la fin de l'année, je pense que m'a en position pour me capable faire un bilan de l'action gouvernementale pour me demander de corriger ça peut corriger pour me demander avancer sur ça qui fait qui bon. L'autre jour moi été critiqué et présence ministre haïtien qui vivent à l'étranger avec ministre affaires étrangères au Canada et les aller dans conditions était aller me pense que était pollué dossier citoyen concitoyen New York t'a cherché et asile et qui asile t'a cherché asile politique on dit bah l'argent nous connaît que et mais pourtant pas gain persécution politique en Haïti. Moun yo parti en cause des difficultés économiques qui ne datent pas d'hier, qui datent de 10, 15, 20 ans. Donc le yo aller comme ça, yo vinn mettre compatriotes nous en difficulté
ils viennent compromettre dossier application pour résidence ou bien pour arrêter l'autre bois. Donc, je pense que l'on fait politique ou fait pour réfléchir avant d'agir. Moi, qu'à comprendre que c'est un élan de solidarité avec camarades nous, avec nous, avec frères nous, qui fait déplacement, mais on ne pas oublier que pas n'importe qui. Et surtout le ministre des Affaires étrangères, on chancelier dans le pays, mais estimer que le voyage officiellement, faut le recevoir par un autre chancelier. C'est le protocole républicain qui l'exige. Et n'a parlé quand même du Canada. Et pas ouais te recevoir, j'ai pas te recevoir là. Moi-même te fait un voyage avec le président Charles Chancy, le député Jacques-Michel Saint-Louis et le député Jean-René Locha. Nous sommes 4 dans mission officielle qui ont visité le Parlement du Québec. Et je suis capable de dire au François Junior que le Québécois pour recevoir, il met un protocole extraordinaire. Il respecteront comme pouvoir législatif, puisqu'on connaît que un régime parlementaire qui est encore plus évident que pas nous. Sous pas député ou pas ministre, sous pas député ou pas premier ministre. Et d'ailleurs, ça t'a étonné pour moi que le bureau premier ministre, là, il est en Assemblée nationale. C'est-à-dire, il est en Chambre des députés. Nous avons fait une très belle expérience. Même d'à souhaiter que l'autorité nous toujours connaît que le recevoir avec dignité, avec prestance, avec prestige, et prestige ça, il jaillit sous tout haïtien. Alors, merci beaucoup au député Jerry Tardieu d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour débattre de ces questions d'actualité. Merci beaucoup. C'est moi pour remercier Rothschild François Junior, c'est moi pour remercier RFM. Moi j'étais très content de participer dans l'émission En Jeu. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Comme annoncé, le professeur Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Professeur Desroches, bonsoir. Bonsoir Rothschild, bonsoir aux auditeurs et auditrices de RFM. Professeur Desroches, on a vu cette semaine cette note qui a été publiée par des organisations de la société civile et des droits humains concernant la non-publication par l'exécutif des résultats des élections indirectes. Pourquoi ça vous inquiète? Bon, écoutez, c'est assez inquiétant parce que ça fait déjà pratiquement 30 ans que nous sommes en train de tourner en rond, n'est-ce pas, avec la question des élections indirectes. On n'a jamais pu les réaliser véritablement pour mettre en place les assemblées municipales, les assemblées départementales et tout ça. Et voilà que le CEP, depuis plus d'un mois, a envoyé au président de la République les résultats pour être publiés. L'article du décret électoral est très clair, l'article 188 qui dit que le président de la République a un jour franc pour publier les résultats une fois qu'il les a reçus. Or, à partir du moment où il ne l'a pas fait, il y a lieu de s'inquiéter. On peut se demander est-ce qu'il va le faire, etc. Maintenant, nous savons aussi que le CEP a même rendu visite au président, que le président avait dit oui, qu'il allait publier. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Alors, cela nous inquiète parce que le fait de violer la Constitution, ce n'est pas une bonne chose. Et si on le fait pour les élections indirectes, demain on le fera pour autre chose, etc., etc. Je crois que c'est un mauvais signal que le président de la République envoie. Parce que le président a le devoir de respecter la loi, de respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution. Si toi-même tu ne respectes pas la Constitution, tu n'as pas d'autorité, tu perds ton autorité pour la faire respecter. Et aussi, il faut respecter les citoyens également, parce que là, vous avez tous les délégués de ville du pays, tous les ASEC du pays qui se sont mobilisés pour faire ces élections indirectes, pour voter. Et il y a eu quand même un bon nombre de membres de BED, de BEC, qui ont été également mobilisés pour ça. Il y a plus de 600 élus, n'est-ce pas, qui sont sortis de ces élections indirectes. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, avoir autorisé tout cela. La police a quand même assuré la protection de tout ce monde-là, etc. Et puis, vous ignorez, n'est-ce pas, ces élections. Alors que le CEP est une institution indépendante, c'est l'institution compétente qui a fait son travail, vous devez respecter. Donc ça, c'est ce qui nous inquiète. Et puis, il y a une deuxième, je dirais, raison de s'inquiéter aussi, c'est que le pays, n'est-ce pas, n'est pas gouverné au niveau local, n'est-ce pas? Il y a bien sûr un gouvernement au niveau central, au niveau national, mais au niveau local, le pays n'est pas véritablement gouverné.
Par exemple, vous avez dans les communes des conseils municipaux. Mais les conseils municipaux doivent être accompagnés d'une assemblée municipale. C'est l'assemblée municipale qui doit s'asseoir avec le conseil, bien sûr, pour dire au niveau de la commune, voici les priorités, voici ce qu'il faut faire. C'est pas simplement au conseil municipal de décider, voilà ce qu'on va faire. L'assemblée, non seulement représente l'aire urbaine, mais l'assemblée est constituée de représentants de toutes les sections communales. Donc ça veut dire que c'est la seule instance qui représente l'ensemble de la commune. Donc c'est extrêmement important que cette assemblée existe et commence à fonctionner. Si nous prenons le cas par exemple de nos villes, mais tout le monde se plaint de l'état d'insalubrité de nos villes. Pourquoi ? Parce que vous avez des délégués de ville et les délégués de ville sont censés venir de certains quartiers, de certains blocs, n'est-ce pas ? Eh bien, ce délégué de ville, il doit avoir la responsabilité de veiller à ce qu'il y ait une certaine propreté, une certaine salubrité au niveau, n'est-ce pas, du bloc dont il est responsable, etc. Donc, je crois que tous ceux qui sont conscients aujourd'hui dans ce pays comprennent que la décentralisation est absolument indispensable. Donc voilà qu'aujourd'hui on reporte encore la décentralisation et c'est pas seulement au niveau de la commune que c'est important, c'est aussi important au niveau du département. En principe, une fois que les assemblées municipales seraient installées, les assemblées vont voter pour des assemblées départementales. Or, au niveau du département, il y a bien sûr un délégué qui représente l'exécutif. Il y a des directeurs régionaux, des directeurs départementaux qui représentent les différents ministères. Mais ces représentants de l'exécutif n'ont aucun vis-à-vis qui représente le département, qui représente les différentes communes. Or, il aurait fallu que, par exemple, une fois par mois peut-être, sinon 2 fois par mois, le délégué, les vice-délégués, les directeurs départementaux se réunissent avec ce monde-là pour dire voilà, pour le département, voici les priorités, voici ce qu'on va faire. Parce que les choses souvent ne réussissent pas faute d'information et faute de participation. Les gens ne sont même pas informés de ce qui va se faire. Donc parfois, ils bloquent ou bien ils ne participent pas. Donc je crois que nous devons organiser, si vous voulez, nos collectivités territoriales, qu'il s'agisse de la section, qu'il s'agisse de la commune, qu'il s'agisse du département. Ceci ne peut plus attendre. Alors, concernant toujours le dossier des élections, je sais qu'au niveau de l'ISC, des organisations de la société civile, vous allez organiser la semaine qui s'en vient donc un atelier sur la question de la réforme du système électoral haïtien qui représente une véritable priorité, on peut le dire, professeur Desroches. Oui, effectivement, mercredi 30 août, à l'Hôtel Plaza, nous allons organiser un atelier sur la réforme du système électoral. Comme, enfin, vous le savez, l'OCID a préparé un document de plaidoyer pour la réforme du système. Nous avons un certain nombre de propositions que nous avons faites, des propositions sur les questions légales, sur les questions de procédure et sur, enfin, disons, les différents aspects de la réforme du système électoral. Non seulement nous allons présenter ceci, mais il y a une étude que l'OCID a commanditée à Maître Montferrier d'Orval, qui est un spécialiste, n'est-ce pas, de droit public et qui a fait un très très bon travail sur les éléments fondamentaux en vue d'une réforme du système électoral. Il a abordé le problème d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue juridique. Il va présenter cette étude. Et ensuite, nous avons invité également le CEP à venir présenter les leçons qu'il a tirées, n'est-ce pas, du dernier processus électoral et les recommandations qu'ils ont formulées pour, n'est-ce pas, l'amélioration du système électoral. Nous aurons le directeur exécutif qui fera cette présentation. Nous aurons aussi le vice-président qui sera là pour l'ouverture, etc. et d'autres membres du CEP également.
Et puis nous espérons qu'à la fin de la journée, nous arriverons à trouver un certain nombre de consensus sur différents points que, disons, sinon tout le monde, mais la majorité des gens qui seront présents, n'est-ce pas, pourront dire, bon, sur ces points-là, nous sommes d'accord, il faut avancer, etc. C'est un séminaire qui s'adresse exclusivement aux organisations de la société civile, parce que nous savons qu'au niveau des partis politiques, ils ont une réflexion qu'ils sont en train de faire, et nous espérons que les deux réflexions pourront, à un moment de la durée, se rencontrer pour arriver à un consensus national. Alors, professeur Desroches, peut-on parler de réforme du système électoral sans la création, la mise sur pied de ce CEP permanent qui traîne depuis 1987 ? Excellente question, Rothschild. Et c'est absolument impossible d'arriver à la mise en place, n'est-ce pas, d'un système électoral qui soit réformé sans avoir un CEP permanent. Parce que le CEP permanent, il est indispensable. Parce qu'on ne peut pas réformer dans l'informel, on ne peut pas réformer dans le provisoire, parce que si un conseil électoral provisoire initie un mouvement de réforme, dès qu'il part, l'autre qui vient, il, n'est-ce pas, élimine tout ce qu'il aura fait comme changement, etc. Donc il faut effectivement un conseil électoral permanent. Voilà 30 ans, n'est-ce pas, que nous tournons en rond, n'est-ce pas, depuis 87, et que nous n'arrivons pas encore à mettre en place un CEP permanent, donc à réformer notre système, à moderniser notre système. Et c'est pour tout cela que nous sommes un peu inquiets. Vous voyez, parce que nous avions espéré que les nouveaux dirigeants, ils allaient rentrer, n'est-ce pas, dans le moule constitutionnel entièrement, finir avec les élections indirectes, ensuite passer à la création du CEP permanent, et puis à ce moment-là, que l'on ait une nouvelle loi sur, n'est-ce pas, le CEP, une loi organique aussi pour le CEP. Parce que vous savez que jusqu'à présent, le CEP n'a pas de loi organique. Il y a des décrets électoraux qui interviennent dans les questions d'organisation du CEP, ce qui n'est pas le rôle d'un décret ou d'une loi électorale, mais on n'a pas de loi organique pour le CEP, ce qui est une lacune assez grave. Alors, à propos toujours des élections, on sait que, bon, il y a des réflexions, il y a aussi des préoccupations concernant le dossier du renouvellement du mandat des sénateurs, du tiers du Sénat de la République. Il y a beaucoup de préoccupations dans l'air, René Desroches. Oui, définitivement, ce sont autant de questions qui doivent être posées, et il faut des solutions. Il y a toute la question, n'est-ce pas, des sénateurs qui sont là pour 6 ans, pour 4 ans, pour 2 ans, etc. Cette question n'a pas encore été tranchée. Et avec l'incertitude qui plane sur les questions électorales, avec des élections qui viennent d'être faites, mais les résultats ne sont pas publiés, donc aucune question sérieuse n'est posée, n'est tranchée. Alors c'est là un véritable problème que nous avons dans notre société haïtienne. Nous ne savons pas nous asseoir pour poser les problèmes sereinement. Vous voyez, et puis trouver des solutions consensuelles où chaque parti ferait des concessions, n'est-ce pas, pour et permettre de trouver un accord. Vous voyez, alors ou bien on est en train de marauder, n'est-ce pas, ou bien on tire le drap de son côté et on n'arrive jamais à une solution. Ça, c'est bien dommage parce que si nous prenons la question, n'est-ce pas, des élections indirectes, par exemple au niveau de la société civile, nous avons eu beaucoup de séminaires sur n'est-ce pas, les lois sur la décentralisation, des projets de loi, des propositions de loi ont été déposées au Parlement, et une chambre a voté, l'autre chambre n'a pas voté. Tout ça, ça reste en plan. C'est pas sérieux, n'est-ce pas, pour une nation qui veut avancer, qui veut rentrer dans la modernité. Est-ce que vous pensez que, notamment le dossier du renouvellement du mandat des sénateurs du tiers du Sénat de la République pourrait déboucher sur une crise politique, René Desroches ? Mais véritablement, à partir du moment où il y a un tiers du Sénat, n'est-ce pas, qui serait caduque, n'est-ce pas, qui ne peut plus fonctionner parce que son mandat est terminé, eh bien à ce moment-là, il y aurait un dysfonctionnement du Sénat.
Rappelez-vous les différents problèmes qu'on a eu dans le passé. On ne pouvait pas avoir de quorum, on ne pouvait pas voter certaines lois ou bien certaines dispositions parce qu'il manquait de sénateurs. On ne peut pas encore recommencer, n'est-ce pas, à connaître ce genre de problème. Nous devons nous comporter en adulte responsable. Quand il y a une décision à prendre, on la prend. Et une fois qu'elle est prise, on la respecte. S'il faut la modifier, on la modifie. On suit la procédure pour la modifier. Autre question un peu d'actualité, le dossier de ces milliers de jeunes qui laissent le pays pour l'étranger. Vous êtes éducateur. Qu'est-ce que ça vous dit, le fait de voir tous ces jeunes vouloir laisser le pays à tout prix pour aller vers le Chili et d'autres nations? Bon, la première chose, c'est que je dirais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Si on se met à la place d'un jeune qui vient de finir son bac, et parfois il y en a qui ont même été à l'université, et qui, n'est-ce pas, ont peiné dur, parce qu'on sait que c'est pas évident pour des jeunes dans les conditions économiques du pays que l'on connaît. Ils espèrent pouvoir trouver un emploi et ils n'en trouvent pas. L'autre jour, j'ai reçu un jeune professionnel qui cherche du travail. Il avait trouvé quelque chose, mais c'était temporaire, etc. Un jeune qui vient de se marier, il a un enfant, il a du lait à acheter, son enfant est parfois malade. C'est dramatique. J'ai vu ce jeune pleurer, n'est-ce pas, et quand je dis un jeune, c'est quelqu'un qui a 30 ans au moins. C'est dramatique, c'est dramatique. Donc on peut comprendre ces jeunes qui se disent il n'y a pas d'avenir pour moi. Donc ça, ils n'ont pas le choix. Maintenant, la deuxième chose, c'est que moi, je constate de plus en plus que nous avons une incapacité à créer de la richesse dans ce pays. On a une incapacité à créer de la croissance dans ce pays, n'est-ce pas? Je ne dis pas c'est une tare, mais c'est un gros déficit que nous avons dans notre culture. Nous n'avons pas la culture économique, n'est-ce pas, nécessaire pour créer de la richesse. Dans les années 60, nous étions au même niveau que la République dominicaine sur le plan économique, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, le produit intérieur brut de la République dominicaine est 9 à 10 fois supérieur au nôtre. Et la même chose pour le revenu per capita, n'est-ce pas, etc. Donc, on a un vrai problème. Alors, ce problème aussi, il vient du fait qu'il y a un manque de cohésion sociale dans notre pays. Okay? Comment peut-on créer des emplois? Le gouvernement ne peut pas créer des emplois, n'est-ce pas? Le gouvernement peut créer les conditions pour créer les emplois, peut créer n'est-ce pas, un climat favorable aux investissements, mais lui ne peut pas créer des emplois. D'ailleurs, l'administration publique est déjà pléthorique. Un tas de gens qui sont dans l'administration, qui ne font rien, qui encrassent l'administration et qui parfois touchent mal ou ne touchent pas, etc. Mais il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, un véritable tête ensemble dans ce pays entre les détenteurs de capitaux, les responsables du gouvernement et aussi les législateurs, les parlementaires et aussi les professionnels, la population, les leaders d'opinion et tout ça, pour dire qu'est-ce que nous allons faire pour ce pays? Comment peut-on créer des emplois? Bon, si nous pouvons véritablement créer 300 000 emplois dans la sous-traitance, mettons-nous d'accord pour les créer. Même si ce sont de mauvais emplois, ils ne sont pas bien rémunérés, etc. Mais ça vaut mieux que rien. Alors, créons-les. Parce qu'il faut que nous soyons compétitifs par rapport au Bangladesh ou par rapport à d'autres pays qui sont des compétiteurs sur ce marché. Nous avons quand même des possibilités sur le plan touristique. D'accord? Il y a quelques mois de cela, peut-être 1 ou 2 ans, il y a toute une série d'opérateurs, n'est-ce pas, tour opérateurs qui sont venus en Haïti, qui ont été visiter des Cameroun, qui ont été visiter la côte des Arcadins, etc., avec les problèmes qu'il y a aujourd'hui en Égypte, qu'il y a aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le Maghreb, avec le terrorisme, etc. Il y a beaucoup de gens en Europe qui allaient dans ces pays pour leurs vacances
et qui aujourd'hui hésitent à aller dans ces pays. Ils vont en République dominicaine, mais ils auraient pu venir pour une semaine en Haïti, une semaine en République dominicaine. Des petites îles comme Saint-Kitts, Névide, Saint-Martin, etc. font leur beurre avec ces touristes. Et nous avons non seulement de belles plages, mais nous avons aussi un patrimoine historique, que ce soit la citadelle, que ce soit nos forts, que ce soit, n'est-ce pas, l'histoire d'Haïti. Il y a la culture haïtienne, l'art haïtien, etc. Nous avons un potentiel énorme, mais nous devrions nous mettre d'accord pour créer un climat de sécurité, parce que si le touriste qui sort de l'aéroport, qui va à des Cameroun, il arrive sur la route, n'est-ce pas, de l'Arcaïen, et puis il trouve, n'est-ce pas, des barricades enflammées, etc., alors là, il ne va pas revenir, hein. Si en plus de cela, on se met à lancer des pierres, eh ben, c'est fini, c'est fini. Donc pour vous, il faut créer un cadre pour que ces jeunes puissent évoluer dans leur pays. Absolument, absolument. Parce que si vous avez 300 000 emplois dans la sous-traitance, ça va créer des postes de comptables, ça va créer des postes de superviseurs. Plusieurs de ces jeunes pourraient trouver, n'est-ce pas, des emplois là. On ne dit pas qu'ils vont devoir travailler comme, n'est-ce pas, je sais pas, dans la couture, sur une machine, etc. S'ils ont fait quand même la comptabilité ou bien s'ils ont fait d'autres formations, mais ils peuvent trouver des postes de comptables s'ils ont été à l'INAGUE, par exemple, etc. Donc, il y a là véritablement un problème chez nous. Nous n'avons pas un esprit de tolérance pour apprendre à nous comprendre les uns les autres, pour apprendre à accepter nos différences et puis à savoir collaborer, n'est-ce pas, etc. Donc là, il y a un gros travail à faire et aussi nos dirigeants, je pense qu'ils doivent également consulter davantage, ils doivent parler davantage, pas seulement parler à la foule, n'est-ce pas, mais parler aussi aux responsables, aux professionnels, pour que l'on puisse comprendre quelles sont leurs intentions, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire. Et là, ils peuvent recevoir des conseils salutaires, qui peuvent leur éviter aussi des erreurs, et des erreurs parfois très graves pour le pays. Alors, on sait qu'au niveau des organisations de la société civile, vous travaillez sur la question du budget. Il y a la loi des finances 2017-2018 qui a été ratifiée par la Chambre des députés, mais au niveau du Sénat de la République, donc les sénateurs disent qu'ils vont renvoyer ce projet de loi au niveau de la Chambre basse parce qu'il y a beaucoup d'incohérences dans les allocations budgétaires. Et quels commentaires cela appelle-t-il de votre part, René Desroches? Bon, alors, nous avons été invités, n'est-ce pas, par la Chambre des députés pour discuter un peu du budget. Malheureusement, à l'époque, j'étais à l'étranger, mais nous avons eu quand même un des membres de l'ISC qui a été. J'ai pas encore eu son rapport pour savoir comment ça s'est passé, mais j'ai jeté un coup d'œil quand même sur le budget. La première chose que je dirais, c'est que, et bon, je vois que il y a un certain nombre de tendances qui s'étaient manifestées déjà à la fin du gouvernement de Martelly qui sont maintenues, comme par exemple le fait d'accorder une certaine préséance ou une prééminence à l'éducation, qui, si je ne m'abuse, a près de 15%, n'est-ce pas, du budget. Et ceci est maintenu, c'est une bonne chose. Cependant, je dirais qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion sérieuse sur l'utilisation de cette manne pour l'éducation. Parce qu'il n'est pas normal que dans un pays où 88% des élèves du cycle fondamental, n'est-ce pas, soient dans le secteur privé et qu'on n'ait pas un mécanisme sérieux d'appui aux écoles défavorisées du secteur privé. Or, ces écoles défavorisées, c'est la majorité. Vous savez, j'étais à Jérémie il y a quelques semaines de cela et j'ai rencontré pas mal de directeurs de nos écoles méthodistes là-bas qui vous disent que c'est la catastrophe parce que, bon, ce sont des écoles, si vous voulez, qui n'ont pas de subvention de l'État. Ce sont des écoles qui vivent de certaines aides que l'Église leur donne, mais aussi, surtout, n'est-ce pas, de l'écolage payé par les parents. Or, les parents, aujourd'hui, dans la grandeur, sont incapables
pour la plupart, n'est-ce pas, de faire face à ces obligations, parce que déjà la nourriture est problématique, n'est-ce pas, on n'a plus les maisons-belles, on n'a plus, n'est-ce pas, de bananes là-bas, etc. Il faut tout acheter, n'est-ce pas, dans les autres départements, ou bien le Port-au-Prince et tout ça. Donc l'école devient tout à fait secondaire. Alors je crois qu'il faudrait des mécanismes pour que l'on puisse venir en aide aux écoles défavorisées du secteur non public. Je causais de cela avec le ministre de l'Éducation nationale récemment. Il me dit, bon, le PSUGO c'est fini, c'est terminé, etc. Moi, j'avais espéré qu'on aurait réformé le PSUGO. Et s'il est vrai que le PSUGO a été très très mal géré par le gouvernement de Martelly, mais l'idée était bonne. C'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale, que l'État haïtien, en quelque sorte, trouve un mécanisme pour aider les écoles pauvres à avoir des maîtres qualifiés, à avoir des bancs sur lesquels s'asseoir, à payer les professeurs, etc. Mais malheureusement, ça ne semble pas être le cas. Donc ça, c'est un des problèmes. Ce que je constate aussi en regardant le budget, c'est que le service de la dette, n'est-ce pas, si je ne m'abuse, c'est le 7e poste budgétaire, n'est-ce pas? Il y a un montant très important qui sert pour payer notre dette. Quand nous nous rappelons qu'après le tremblement de terre, tous nos créanciers avaient éliminé nos dettes, et voilà qu'aujourd'hui, on a le même niveau de dette qu'avant 2010, n'est-ce pas? Et le service de la dette est énorme. C'est un grave problème. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de ressources qui sont cachées dans les autres interventions publiques. N'est-ce pas? On ne sait pas à quoi ça va servir véritablement. Vous savez, une chose à laquelle j'ai pensé, c'est que, bon, peut-être que nous avons trop de ministères dans ce pays. Et vous savez qu'un pays comme la Suisse, qui a à peu près la même population qu'Haïti, qui a, bon, un territoire un peu plus grand qu'Haïti, etc., et un pays, bon, je n'ai pas fait le calcul, mais dont le produit intérieur brut doit être au moins 40 fois et plus que, n'est-ce pas, le produit haïtien, etc. Mais vous savez qu'ils n'ont que 7 ministres, 7 conseillers d'État qui sont les ministres, c'est-à-dire on regroupe, n'est-ce pas, et les ministères, on peut retrouver affaires étrangères et telle chose. Donc c'est pour vous dire que je crois que, parce que quand je regarde le budget, un tas de ministères avec 0,1%, avec 0,2%, 0,4%, etc. Ça veut dire que c'est une sorte d'éparpillement de ce budget. Avant, au moins, il y avait certains ministères qui avaient 1%. Mais là, c'est 0. Beaucoup ont 0%. Il y en a, d'ailleurs, qui n'ont même pas de décimale. Hein. 0. Tellement le chiffre est faible qu'on ne peut même pas trouver 0,1%. Donc, c'est une sorte de saupoudrage que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression qu'il faut revoir. Alors, maintenant, l'autre problème qui se pose et qui est très sérieux, c'est le problème, n'est-ce pas, de nos ressources, les ressources du budget. Nous avons un taux de pression fiscale de l'ordre de 12%, qui est tout à fait insuffisant. Alors que dans la plupart des pays de la Caraïbe, le taux de pression fiscale aujourd'hui est de l'ordre de 22%. Okay? Or, 22% sur un produit intérieur brut conséquent. Aujourd'hui, nous avons un revenu per capita de l'ordre de $800 américains par habitant. Alors que des pays comme les Bahamas ou bien la Barbade ont un revenu per capita de l'ordre de $15,000 US. Donc vous voyez la différence, 2 pays de la Caraïbe, hein, 2 pays de la Caraïbe. Donc, et alors lorsque eux, ils ont 22% d'un produit intérieur brut conséquent, nous, nos 12%, n'est-ce pas, d'un PIB de à peine 3 milliards de dollars américains, n'est-ce pas, c'est peu, c'est faible, etc. Or, quand on regarde ceci,
il y a de sérieux problèmes. Premièrement, nous avons tout un secteur informel qui ne paie pas d'impôts, qui ne paie pas de taxes. Et parfois, c'est un secteur informel qui brasse beaucoup d'affaires. Hein. Il y a tout le problème de la contrebande. Et une contrebande qui bénéficie de la complicité au plus haut niveau, n'est-ce pas? Je causais une fois avec un haut responsable de la douane qui me disait qu'il y a déjà quelques mois de cela, il y avait un convoi qui sortait, n'est-ce pas, de la République dominicaine, qui a traversé la frontière lorsque les agents de la douane les ont arrêtés parce qu'ils n'avaient pas rempli de formalités, etc. Eh bien, ils ont vu débarquer, n'est-ce pas, tout un groupe de gens cagoulés, lourdement armés, et le convoi a continué sa route jusqu'à Port-au-Prince, a pu délivrer sa marchandise et retourner. Est-ce qu'on peut faire ça sans des complicités au plus haut niveau? D'accord? Il y a un travail sérieux à faire pour freiner la contrebande, où nous perdons de l'ordre de près de 14 milliards de gourdes, n'est-ce pas, par année, n'est-ce pas, à cause de la porosité de notre frontière. Il y a aussi la question des villes de province, des départements. Apparemment, au niveau de la DGI, près de 90 à 95%, n'est-ce pas, des revenus de la DGI viennent du département de l'Ouest, pour ne pas dire de Port-au-Prince. Ça veut dire qu'il y a une paresse. Il y a une paresse au niveau de l'État haïtien. Il y aurait des dispositifs, des dispositions à prendre pour récolter au niveau de l'informel, au niveau des autres départements, un minimum, n'est-ce pas, de ressources, de recettes, qui auraient permis quand même de répondre à davantage de besoins de la population, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'éducation, ou d'insalubrité, ou d'eau potable, etc., de salubrité ou bien d'eau potable. Donc, selon vous, il serait important que ce budget soit réanalysé, soit analysé de nouveau par la Chambre des députés, aussi par le Sénat de la République, qui souhaite quand même retourner le texte aux députés. Bon, c'est sûr qu'il faudrait un certain nombre d'exigences. Enfin, il faudrait réviser déjà au niveau du Parlement, hein, parce que j'ai remarqué que la Chambre des députés s'est taillé 2,5%, le Sénat s'est taillé 2,5%, ça fait 5%, hein. Et bon, pour 30 sénateurs, vous savez, j'ai un très bon ami qui est à la Chambre des Lords en Angleterre, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez que les lords anglais ne perçoivent pas un centime, n'est-ce pas? Et c'est l'équivalent de nos sénateurs. J'étais chez lui il y a 2 ans de cela, et il conduit sa propre voiture, hein, il n'a même pas de chauffeur, hein. C'est pour vous dire, il a certainement, s'il se déplace pour aller à l'étranger, dans une mission, on lui paie ses frais. S'il doit recevoir quelqu'un au Parlement, il peut le recevoir, il y a des frais pour cela, mais ils ne perçoivent pas. Ce sont des gens en général qui travaillent, hein, et ils vivent de leur salaire, d'accord? Et quand on voit, n'est-ce pas, nous, 30 sénateurs, 2,5% du budget national, etc. Il y a, et on voit les disparités entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, et on peut comprendre qu'il y a beaucoup de revendications de la part de nos greffiers, de nos juges, qui estiment qu'ils sont les parents pauvres, les laissés pour compte, n'est-ce pas, de la République. Alors pour terminer, professeur Didier Roche, le président de la République, déjà 6 mois au pouvoir, est-ce que vous pensez que Jovenel Moïse est dans la bonne direction? Bon, je dirais que le président de la République, avec son idée de mettre en valeur les terres, l'idée est bonne, ça personne ne peut dire le contraire. Je crois qu'il faut envoyer des signaux très forts pour dire il faut redynamiser l'agriculture dans notre pays, parce que ça fait 20 ans
que nous connaissons une chute, n'est-ce pas, de l'importance de l'agriculture dans notre produit intérieur brut et aussi dans l'alimentation de la population, ces signaux sont très bien. Mais maintenant, la question qui se pose, et là, personne ne peut encore donner de réponse, qu'est-ce que ça coûte ces caravanes, ces déplacements? Est-ce que c'est au détriment des autres rubriques du budget national? J'ai entendu dire qu'il y a certains ministères ou bien certains organismes d'État où les employés ne touchent pas, ou n'ont pas touché depuis quelques mois, etc., et que l'argent a été un peu dans les caravanes. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça, je ne peux pas le dire, mais il faudrait que le président fasse attention pour que il n'y ait pas un déséquilibre au niveau budgétaire. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois qu'il doit aussi s'assurer qu'il y aura une continuité une fois qu'il aura passé et que le ministère de l'Agriculture va continuer le travail que lui, il a commencé. Et l'autre chose, je pense que le président ne consulte pas assez, ne dialogue pas assez. OK? Parce que il suffit pas d'aller, n'est-ce pas, dans l'Artibonite, au CAI, de s'adresser à la foule depuis un tracteur. C'est très bien. Et moi, j'ai vu l'impact de ce genre de discours sur la population. L'impact est très positif. Il n'y a pas de doute en matière de communication. Il marque des points. Mais je ne sais pas s'il consulte, s'il parle, n'est-ce pas, aux responsables de la cité, aux responsables, n'est-ce pas, des associations, aux responsables des différents secteurs. Vous voyez, il y a des tas de choses qu'on entend. Je prends un exemple. La question de l'électricité. Il parle de l'électricité 24 sur 24 dans 24 mois, etc., etc. Mais moi, en tant que citoyen, j'aimerais que quelqu'un m'explique comment il va le faire. Ça ne m'intéresse pas simplement de savoir que le président fait une promesse. J'aimerais comprendre, en tant que citoyen, comment il va le faire, à partir de quel argent. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'électricité, et on a fait des recherches pour voir les problèmes qui se posent au niveau de l'électricité. 35% le taux de facturation de l'EDH, n'est-ce pas, plus de 200 millions de dollars par année engloutis, n'est-ce pas. Maintenant, avec un tel déficit, comment vous allez relever ça et avec quel argent? Dans quelles conditions vous allez emprunter cet argent, à quel taux, est-ce que c'est un taux commercial, est-ce que c'est un taux concessionnel, comment on va payer ça, etc., etc. Moi, j'aimerais comprendre. Je ne peux pas me contenter de promesses, j'aimerais aussi comprendre. Et je trouve que le président aurait dû réunir parfois des responsables d'associations, etc. Bon, si ce n'est pas lui, au moins que le Premier ministre le fasse, je ne sais pas. Pour dire, bon voilà, le président a promis, voilà comment ça va se faire, qu'est-ce que vous pensez? Parce que je crois qu'il peut avoir aussi de très très bons conseils. Donc là, je crois qu'il y a un gros déficit en matière de communication responsable, à mon avis. Je crois que peut-être qu'il est un petit peu trop au devant de la scène, parce que, bon, pour l'instant, il est encore dans les 6 premiers mois, mais quand on dirige, parfois il faut se protéger aussi, n'est-ce pas? Vous devez venir en dernier recours, n'est-ce pas, quand il y a crise, quand il y a problème. Donc, et on ne peut pas toujours se mettre au devant de la scène. Est-ce qu'il y a peut-être un manque d'expérience de ce point de vue-là? Bon, mais il faut dire aussi que parfois on a l'impression que certains ministres ne suivent pas non plus. Certains ministres n'ont pas le dynamisme qu'il faut pour suivre. Il y a un problème à ce niveau. Je ne sais pas si l'équipe qu'il a actuellement répond à l'impulsion qu'il veut donner. Il y a là aussi un certain problème. Mais quand même, je pense qu'après ces 6 mois, il doit peut-être réviser un peu son approche pour consulter davantage, pour déléguer davantage et aussi pour chercher un certain équilibre au niveau de l'utilisation des deniers publics.
Parallèlement, il y a eu cette rencontre des membres de l'opposition à l'Arcaïe. Donc, ils disent qu'ils essaient quand même de se rassembler, de se fédérer dans la perspective des élections et aussi définir une sorte d'alternative, définir une stratégie par rapport au pouvoir en place. C'est bon signe? Bon, écoutez, je pense que la démocratie, d'une façon générale, ne peut pas fonctionner sans opposition, hein. Donc c'est bien que l'opposition se fédère, que l'opposition se constitue, etc., qu'ils se mettent à réfléchir ensemble, etc. Là, je pense que c'est une très très bonne chose, parce qu'on ne peut pas avoir une opposition éparpillée. Bon, ça c'est très très bien. Maintenant, ce qu'il faut éviter, parce que là, ça me rappelle ce qui s'est passé avec tout le groupe de Mopod, n'est-ce pas? Vous savez, à cette époque, je me rappelle très bien, nous étions plusieurs d'organisations de la société civile. On a eu des tas de réunions avec eux parce qu'on voulait amorcer un dialogue entre organisations de la société civile et partis politiques pour définir, n'est-ce pas, un plan, n'est-ce pas, de développement pour le pays, sur les réformes à faire, etc., etc. Et puis, bon, tout ceci a tourné court parce qu'à un moment de la durée, un mot d'ordre a été lancé, formater l'y aller. Et puis ils se sont tous lâchés dans la rue, n'ont fait le formater l'y aller au lieu de se préparer en termes de programme, en termes de communication avec la population. Et ils ont été battus, n'est-ce pas, à plate couture, lamentablement, etc. J'espère que ce mouvement ne va pas connaître le même sort, n'est-ce pas? Ils vont pas très vite dire que Jovenel a des problèmes, allons dans la rue, essayons de le renverser, parce que c'est pas ça la solution. La solution, c'est de développer des partis politiques responsables, avec programme, avec des cadres bien formés, avec des politiques publiques bien conçues et tout ça, et aussi avec un bon contact avec la population. Parce que ce que l'on a remarqué, n'est-ce pas, lors des dernières élections, c'est qu'il y a tout un groupe, toute une sensibilité politique qui se réclame de la démocratie populaire, etc., mais qui n'était pas en phase avec la population. Le discours de Jovenel a été capté par la population alors que leur discours, n'est-ce pas, n'a pas atteint la population. Donc ils n'étaient pas en phase, donc ils n'étaient pas en contact vraiment avec la population. Donc j'espère qu'ils ne vont pas faire la même erreur, parce que nous avons besoin, n'est-ce pas, d'une vie politique, n'est-ce pas, avec possibilité d'alternance, avec une opposition organisée, mais il faudrait quand même qu'ils ne prennent pas les voies du passé. Merci, professeur Oli Desroches, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Rothschild, et à la prochaine. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, le député de Pétionville, Jerry Tardieu, et le professeur Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile. La rediffusion de cette émission à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com, mais aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.